Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et pour ouvrir cette page du Gabon, allons à Gabon Oil Company où le secrétaire général de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, était en visite ce mardi à son siège de Libreville. Le Nigérian Mohamed Barkindo a salué les efforts du Gabon dans sa relance de l'économie et ce, malgré la crise qui sévit dans le secteur du pétrole. Témoins de cette visite, nos reporters Uriel Abaga et Jocelyn Bombadianga. Gabon Oil Company a reçu ce mardi à Libreville le secrétaire général de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, accompagné de Pascal Ouagny-Ambouroué, ministre du pétrole et des hydrocarbures. C'est la première visite de l'OPEP au Gabon depuis le retour du pays au sein de l'organisation en 2016. Mohamed Barkindo encourage le pays à tirer profit de son fort potentiel. We have had very constructive meeting and discussions. Nous avons eu des discussions très constructives avec le ministre du Pétrole sur les axes d'une collaboration avec le Gabon. Le pays a un très gros potentiel onshore comme offshore. Ce qui est important, c'est d'appliquer les politiques et programmes soulignés par le ministre et Gabon Oil Company. And then the program of the National Oil Company. Au-delà de ses missions premières, Gabon Oil Company entend contribuer au développement du pays dans des domaines variés en se servant des revenus de l'or noir. On a donné quelques exemples ici qui peuvent paraître des exemples hors de notre secteur, mais l'important pour nous, c'est de dire que nous devons regarder, avec les ressources que nous tirons du pétrole, quelles sont les niches de développement, quels sont les secteurs porteurs où on peut avoir des rendements plus intéressants avec l'argent que nous tirons du pétrole, et c'est ce que nous faisons. La direction de Gabon Oil Company a tenu à présenter les jeunes entrepreneurs gabonais que la structure accompagne au quotidien. Le secrétaire général de l'OPEP a salué la synergie entre la Société nationale des hydrocarbures et le ministère de tutelle. La place de la société civile dans la prévention des conflits était au centre d'un atelier sous-régional organisé à Libreville du 31 juillet au 1er août par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Chimène Sandra Senghon et Bertin Osaga. À l'initiative du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, a renforcé sa coopération avec la société civile de la sous-région en matière d'alerte précoce et de prévention des conflits en Afrique centrale, au cours d'un atelier qui s'est tenu à Libreville du 31 juillet au 1er août. Le Gabon n'est peut-être pas habitué au conflit, mais nous traversons une période de conflit latent. Et à travers cet atelier, nous avons réalisé que le travail que la société civile mène au Gabon n'est pas négligeable. Et la leçon également que nous retenons, c'est que à travers cet atelier, on reconnaît le rôle important de la société civile dans la prévention et l'alerte rapide des conflits. Durant 2 jours, la mise en place d'une relation transversale entre la CAC et la société civile a animé les débats dans les différents groupes. On peut cette fois-ci réussir à établir une relation transversale entre une institution telle que la CEAC et la société civile, tout à fait nécessaire, ou plutôt indispensable, pour prévenir les conflits. Au Cameroun, une collaboration existe entre les groupes et l'État depuis 2012. Avec le Cameroun, il y a une collaboration entre l'État et des groupes. Par exemple, dans des villages, vous avez des groupes d'autodéfense, donc des populations qui collaborent. Ça peut être des femmes, ça peut être des jeunes, des chefs de quartier, des chefs de bloc. Selon les participants, d'ici novembre, le temps d'identifier d'autres organisations ou associations qui œuvrent au maintien de la paix et un rapport final sera présenté. Remise ce mardi du rapport des travaux de la journée thématique tenue le 6 mai par la jeunesse de l'Union nationale, le parti de l'opposition gabonaise qui envisage une implantation au niveau national et redéfinir ses relations avec la coalition de la Nouvelle République réunie autour de Jean Ping. La cérémonie a eu lieu ce mardi au siège de l'UN 6 à l'ancienne Sobraga. Nous sommes là dans le premier arrondissement de Libreville et ce en présence de nos reporters Zetana Gladys Maganga et Lardingi Mamba. Au sortir de la journée de réflexion du 6 mai dernier, l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise, a remis un rapport à son bureau directeur.
Ce rendez-vous a permis de réfléchir sur l'avenir de cette formation politique en proie à des dissensions depuis la présidentielle d'août dernier, qui a vu son candidat contraint de soutenir Jean Ping, principal candidat de l'opposition. L'événement de cet après-midi consistait, n'est-ce pas, pour le comité d'organisation des journées thématiques de l'Union nationale du 6 mai dernier, à remettre officiellement le rapport de ces journées au secrétaire exécutif qui est notre patron hiérarchique. Et il faut retenir que dans ces journées, il y avait 3 thématiques qui étaient très importantes et nous ne pouvons pas décider. Donc il y a eu des recommandations, il y a eu des propositions très fortes qui engagent l'avenir de notre parti. Les propositions des jeunes de l'Union nationale devraient apporter des réponses aux questions de l'heure, notamment les divergences de positions qui ont cours au sein du parti. Lors de ces journées, nous avons planché sur 3 ateliers, à savoir l'implantation et la dynamisation du parti, l'Union nationale et la coalition, l'Union nationale et la discipline. Il était nécessaire de faire un bilan de l'état de notre parti sur le territoire national. Par cette rencontre, l'Union nationale entend remobiliser ses militants et sympathisants, se fixer un cap, renforcer leur engagement et son implantation à l'échelle nationale. J'en viens au IE, au e-learning pour tourner la page Gabon, cette méthode d'apprentissage, d'enseignement et de formation à distance et qui est de plus en plus présent dans une Afrique hyper connectée, notamment dans les milieux universitaires, organisationnels ou communautaires. Au Gabon, ce système d'éducation en ligne est également utilisé à l'université Omar Bongo via le campus numérique de l'agence universitaire de la francophonie. Les détails dans ce reportage de Miguel Mabika et Mirandongue. L'enseignement à distance est apparu au 19e siècle. Il est né de la volonté de rendre accessible la formation pour tous. Au Gabon, l'université Omar Bongo a élaboré ce système d'éducation à distance afin de permettre aux postulants, entre autres, d'alterner formation pratique et théorique, développer l'esprit de curiosité et de recherche, d'éviter l'inconvénient de l'éloignement géographique. Les avantages, c'est que vous ne vous déplacez pas. Il y a déjà un gain. Et puis, d'autre part, vous pouvez être ici à l'UOB, inscrit dans un département. Vous pouvez vaquer à vos cours. Ça ne gêne pas de suivre une formation à distance. Parce que vous n'aurez le temps que de venir regarder votre boîte, voir si on vous a envoyé des fichiers, des cours en PDF que vous allez imprimer et prendre connaissance pour préparer votre futur devoir. Donc, vous pouvez suivre les deux à la fois. Malgré les inconvénients infimes des technologies éducatives, comme l'appréhension de l'outil informatique, le manque de contact direct avec les formateurs ou l'obligation de motivation, elle demeure une formation, au même titre que la formation normale. Que vous suiviez ces formations à distance ou en présentiel, ces diplômes sont signés par les mêmes autorités rectorales. Ce qui change, c'est les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et la mention. Puisqu'il y a plusieurs mentions, il y a la mention passable, bien et très bien. L'explosion de l'information et l'essor des technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet, a transformé profondément les façons d'enseigner et d'apprendre. Il détermine aussi les compétences qui doivent être acquises à l'ère du numérique, et ce, autant dans les milieux éducatifs que dans les milieux communautaires et organisationnels publics, parapublics ou privés. Ouvrons la page Afrique en Côte d'Ivoire. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, école d'excellence qui forme au métier de la mer, fête ses 30 ans. L'événement a vu la participation de la ministre gabonaise des Transports et du directoire du Conseil gabonais des chargeurs. Les explications de Junior Oka, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, école d'excellence qui forme au métier de la mer, est née de la volonté des présidents Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Omar Bongo Ondimba ou encore Denis Sassou Nguesso du Congo, entre autres, de contribuer à l'essor d'une économie maritime forte dans le golfe de Guinée et pas seulement. Ce bel outil de développement et d'intégration sous-régionale célèbre aujourd'hui ses 30 ans. Les festivités débutées hier s'étendront sur presque une semaine et verront la participation de plusieurs ministres des Transports des pays membres, dont la ministre gabonaise des Transports et de la Logistique, Flavienne Foumou-Ondo, et du Conseil gabonais des chargeurs. Et là, l'Académie va fêter ses 30 ans. C'est la raison pour laquelle je me trouve actuellement en Côte d'Ivoire.
Lors de ces cérémonies, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais présenter un thème. Je vais présenter un thème au cours du panel qui va se tenir demain sur le développement des ports au Gabon. Et ensuite, nous allons participer à la grande journée de remise des diplômes le jeudi et de décoration. Et le Gabon sera honoré pendant cette journée. 30 ans durant, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a formé près de 8000 cadres de l'économie bleue en provenance des 15 États membres et d'autres pays d'Afrique et au-delà. Ce 30e anniversaire est placé sous le parrainage de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Un reportage de Junior Oka, Hervé Aubian, rendu par Evely Arvel. Au Niger, la ministre française des Armées, Florence Parly, a affirmé ce lundi à Niamey que la force des pays du G5 Sahel trouvera la solution au problème des attaques djihadistes récurrentes dans la région et bénéficiera du soutien de l'opération française Barkhane. Le récit de Gabriel Ratanga. Nous sommes convaincus que c'est la force G5 Sahel qui trouvera la solution au problème de la région, même si, bien sûr, l'opération Barkhane reste aux côtés de cette force G5. Florence Parly, qui venait du Tchad, a effectué cette visite avec son homologue allemande Ursula von der Leyen. Elle a ajouté qu'une conférence des donateurs se tiendrait fin septembre à Berlin afin de financer la nouvelle force. C'est ensemble que nous nous adresserons également à d'autres partenaires, puisque nous nous retrouverons à Berlin à la mi-septembre pour une conférence des donateurs, conférence qui doit permettre d'abonder les moyens dont disposera la force conjointe G5 Sahel. Le souhait du président de la République Macron est que de premières opérations puissent avoir lieu le plus tôt possible dans le cadre de l'opération de la force conjointe, si possible en octobre. Parly a aussi visité Niamey, la base militaire française où sont stationnés quelques 400 soldats de l'opération Barkhane. À partir de cette base située près de l'aéroport de Niamey, l'armée française fait décoller depuis 2014 ses drones Reapers pour surveiller les mouvements de groupes islamistes aux frontières du Mali et la Libye proche. Franck Habineza, le leader de l'unique formation d'opposition tolérée au Rwanda, participera pour la première fois à l'élection présidentielle de vendredi, après des années d'une lutte acharnée pour se faire une place dans un espace politique occupé par le pouvoir en place. Le regard de Linda Gaël Maganga. Sous la bannière de l'opposition, Franck Habineza participera pour la première fois aux élections présidentielles du Rwanda prévues se tenir le 4 août 2017. Ancien membre du Front patriotique rwandais, FPR, parti du président Paul Kagame qu'il a quitté en 2009, le candidat actuel de l'opposition à la présidentielle est le cofondateur du Parti vert. En 2010, il avait tenté de prendre part à la présidentielle au Rwanda, mais son parti n'avait pas reçu d'accréditation. Son concurrent, le président Kagame, est crédité de la transformation du pays et salué pour avoir mis un terme au génocide de 1994 qui avait fait plus de 800 000 morts. Mais Franck Habineza, leader de l'unique formation d'opposition tolérée au Rwanda, mise sur les atouts de son projet. Il assure vouloir œuvrer pour le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et lutter contre le chômage et la pauvreté. Mais certains Rwandais l'accusent de ne pas présenter d'alternative claire à Paul Kagame et de mesurer ses critiques à l'encontre du président. Et nous restons au Rwanda alors que le pays a été élu pour assurer la présidence de l'Union africaine en 2018. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération, porte-parole du gouvernement, Louise Mushikiwabo, se prononce sur la position de son pays par rapport à la Cour pénale internationale au micro de nos envoyés spéciaux à Kigali. La Cour pénale internationale et le Rwanda, c'est une relation qui est très connue. On n'a pas cru dès le début en cette Cour pénale, en grande partie parce qu'on avait vu l'injustice commise par cette communauté internationale dont je parlais tout à l'heure sur notre pays, le Rwanda.
on avait aussi vu que, par l'expérience, même au-delà du Rwanda, la politisation de la justice internationale, on ne peut pas y échapper. Donc, autant le Rwanda devrait être parmi les pays qui devraient soutenir cette justice internationale, mais la manière dont cette Cour pénale a commencé à travailler dès son inception a prouvé qu'en réalité, cette Cour pénale internationale est surtout une Cour pénale qui ne tient pas compte de la justice et de la dignité des Africains. Donc le Rwanda a une position très claire par rapport à la CPI. Et bon, oui, heureusement, on n'est pas signataire du traité de Rome. Et bon, la décision sera la décision des... On est 54 États. Donc c'est à chaque pays, je pense, d'un côté, de voir le dommage à notre continent, à l'Afrique, avec cette Cour pénale internationale, cette justice internationale à 2 vitesses, 2 poids, 2 mesures, mais aussi des choix très souverains par rapport à la justice. Nous, le Rwanda, on aimerait beaucoup que les pays africains, nous investissions beaucoup plus dans notre Cour tribunal africain qui existe, mais qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et donc, nous aimerions beaucoup et nous parlons, nous poussons les États africains surtout à investir dans une justice africaine. On ne va pas changer le monde, mais on n'aimerait pas continuer à se faire avoir non plus. Allons au Kenya où quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus ce mardi dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale qui a stupéfait le pays à une semaine des élections générales du 8 août. Marina Boissa s'en fait l'écho. Alors que le Kenya s'apprête à organiser les élections générales du pays, le corps de Chris Msando, un responsable chargé de superviser le système informatique de la commission électorale kenyane, a été retrouvé samedi avec des marques de torture en bordure d'une forêt dans les environs de la capitale, sémant ainsi le trouble dans l'ensemble du pays. Ce mardi, des militants des droits de l'homme sont descendus dans les rues de Nairobi pour dénoncer ce crime. Il est d'autant plus malheureux et alarmant que nous sommes si proches d'une élection et qu'il était un responsable clé des opérations de l'IEBC. Donc, nous aimerions rompre cette tradition et appelons les autorités à enquêter sur cette affaire le plus vite possible. L'IEBC est en charge de l'organisation des élections générales du 8 août prochain. Les Kenyans sont appelés à désigner leurs présidents, gouverneurs, députés et sénateurs, élus locaux et représentants des femmes à l'Assemblée. Chris Msando, chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix. En clair, Msando était considéré comme élément essentiel pour éviter un éventuel trucage du scrutin. Face à cet assassinat, le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, a demandé ce mardi que la sécurité des membres de la commission électorale soit assurée. La page Afrique se referme au Ghana où le festival panafricain de théâtre historique du pays, Panafest, évolue avec le temps. Conçu au départ pour dénoncer l'esclavage, aujourd'hui, ce rendez-vous est devenu un lieu privilégié pour appeler la diaspora à visiter le continent. Le compte-rendu de Linda Gaël Maganga. Le Panafest, festival panafricain de théâtre et de culture au Ghana, évolue désormais vers un appel de la diaspora à visiter le continent africain. Panafest a redonné confiance à la communauté internationale que le Ghana mérite sa réputation d'être l'étoile noire de l'Afrique. Le Panafest a aidé à rétablir le nom de Dr Kwame Nkrumah et les grands panafricains qui se tenaient à ses côtés lors de la lutte pour l'indépendance en Afrique. Le Panafest a gardé ce dialogue et cette conversation en vie. Non seulement les commerces dans le domaine de l'hospitalité, mais aussi les services de santé, l'éducation, les sponsors à la jeunesse, ce ne sont que quelques initiatives qui ont inspiré les frères et les sœurs à travers la diaspora pour revenir à la maison, la patrie du Ghana, leur terre natale, et se réinstaller.
Sous le thème « Faire le point sur les héritiers, responsabiliser les jeunes africains dans le monde entier », de nombreux participants venus de différentes régions d'Afrique se sont exprimés sur ce forum de la culture. Je crois que chaque Africain a l'obligation, si vous êtes né en Afrique et que vous êtes né dans la diaspora, surtout en vertu du traité d'esclavage de l'Atlantique Nord, vous vous devez un pèlerinage une fois dans la vie en Afrique. Et je vous garantis que quiconque vient en Afrique au moins une fois dans sa vie aura envie de revenir. La grande marche qui a marqué l'une des journées du Panafest a conduit les manifestants au Centre national de culture où les participants ont pu regarder les exposés d'objets d'art et faire des achats. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord, les gouvernements français et italiens ont décidé ce mardi d'aplanir leurs divergences sur la nationalisation du chantier naval STX France, pourtant promis au départ à l'italien Fincantieri. Les explications de Larding Emmanuel. Rome et Paris ont exprimé leur volonté commune de surmonter leurs divergences concernant l'équilibre de la structure du capital de STX. C'était ce mardi lors d'une déclaration commune rendue publique après une rencontre à Rome entre le ministre italien des Finances Pier Carlo Podeon et son homologue français Bruno Le Maire. Nous avons surtout constaté qu'entre l'Italie et la France persistent des divergences qui n'ont pas été éliminées. C'est ce que nous avons dit jusqu'à présent, à savoir qu'il n'est pas possible d'accepter une réparation 50-50. Reste d'actualité et sur ce point, nous resterons fermes. Ceci dit, nous avons reconnu qu'il nous restait du temps jusqu'au 27 septembre, date du sommet italo-française auquel participera le président du Conseil italien et le président de la République française. Il y aura du temps pour évaluer la possibilité de gommer ces différences. Les deux gouvernements sont déterminés à travailler ensemble pour la construction d'un grand chantier naval. Nous sommes également convenus d'un calendrier. Nous allons ouvrir les discussions aussi bien sur STX et sur la composition du capital de STX que sur la coopération navale dans les domaines civils et militaires dans les jours qui viennent. Nous allons nous donner jusqu'au 27 septembre pour bâtir les bases de cette coopération et pour, je l'espère, trouver une solution sur la question de STX. Cette rencontre avait pour but de tenter de trouver une issue à la crise née entre les deux pays après la nationalisation temporaire de STX, France Chantier Naval basé sur Saint-Nazaire. Le président français Emmanuel Macron a toutefois décidé de rouvrir le dossier et de réviser le pacte d'actionnaires en proposant à l'Italie un accord 50-50, ce que Rome refuse en réclamant la majorité absolue du capital du chantier français. Le plus grand procès lié au coup d'État manqué du 15 juillet 2016 en Turquie, impliquant près de 500 suspects, s'est ouvert ce mardi sous haute sécurité près d'Ankara. En témoigne ce récit de Miguel Mabika. Ce procès se déroule dans une salle spécialement aménagée dans une prison à la lisière de la capitale turque. Les présumés sont soupçonnés d'avoir orchestré le coup manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan depuis la base aérienne d'Akinci au nord-ouest d'Ankara, présenté comme le centre de commandement des putschistes. Il ne faut pas que l'État nourrisse ces assassins. On veut les voir avec des chaînes aux pieds. Ils n'auraient même pas dû venir avec des tenues civiles, mais plutôt avec leurs haillons de cellule. L'audience a commencé mardi peu après 10 heures, heure locale. Elle se déroule dans la prison de Sincan, où une immense salle pouvant accueillir plus de 1500 personnes a été construite spécialement pour la tenue du procès géant lié au putsch manqué. Nous voulons la peine de mort pour eux. Nous ne laisserons personne occuper notre pays. Cette nuit-là, je n'avais même pas un canif à main. Je n'avais rien, aucune arme. Et j'ai tout fait pour stopper les tanks, comme les autres personnes présentes ici. Quelques dizaines de manifestants, encadrés par un important dispositif de sécurité, se sont rassemblés aux abords du tribunal, certains scandant des slogans appelant à la peine de mort pour les accusés. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus contre les suspects, allant de tentatives d'assassinat de M. Erdogan à violation de la Constitution.
Direction le Venezuela, l'épouse du maire de Caracas, Antonio Ledezma, un des deux principaux opposants vénézuéliens arrêtés ce mardi à l'aube, a appelé le monde à l'aide lors d'une conférence de presse à Madrid, réclamant des sanctions économiques contre son pays. Retrouvons Lardingue Mamba. Le maire de Caracas, Antonio Ledezma, 62 ans, et le célèbre opposant vénézuélien Leopoldo López ont été de nouveau arrêtés mardi à leur domicile où ils étaient assignés à résidence. Tous deux avaient lancé un fervent appel à ne pas participer à l'élection dimanche dernier d'une assemblée constituante. L'épouse d'Antonio Ledezma a appelé le monde à l'aide mardi lors d'une conférence de presse à Madrid. Frères du monde entier, s'il vous plaît, posez vos yeux sur notre pays. Nous avons besoin en ce moment que les gouvernements du monde entier se manifestent contre la narcodictature que nous vivons au Venezuela. Miti Capriles a exhorté les gouvernements du monde à infliger des sanctions économiques au gouvernement du président socialiste Nicolás Maduro. Il est important de leur fermer les portes d'un point de vue économique, de fermer les portes des possibles affaires qui sont en train de se faire, pas seulement avec l'Espagne, mais avec d'autres pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont accusé le Venezuela de montrer que le régime du Venezuela est une narcodictature. Plus de 120 personnes au total ont été tuées en 4 mois de manifestations anti-Maduro, selon l'ONG Faro Penal. Le Venezuela compte quelques 490 prisonniers politiques. Les États-Unis ont exprimé mardi leur profonde inquiétude après cette double incarcération considérée comme une nouvelle preuve de l'autoritarisme du régime du chef de l'État vénézuélien. Sport à présent, et nous parlons de JO, et c'est aux États-Unis. Los Angeles a annoncé ce lundi un accord avec le CIO qui lui permet d'accueillir les Jeux olympiques de 2028, offrant ainsi quasiment la victoire pour 2024 à Paris et évitant au comité olympique un choix cornélien. Le récit de Gabriel Ratanga. Un accord tripartite devra maintenant être formellement signé entre le Comité international olympique, Paris et Los Angeles avant la validation le 13 septembre à Lima par la session du CIO de la double attribution. J'ai hâte parce que j'avais 4 ans pendant les derniers Jeux et j'ai assisté à plusieurs épreuves avec mes parents. On n'en a pas autant besoin. Los Angeles a tout. Hollywood, le sport, donc ça va. On peut attendre 4 ans, c'est pas grave. Lundi soir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est déclarée heureuse de cette annonce qui représente un nouveau pas important pour l'accueil des JO 2024 par la capitale française. Ladies and gentlemen, we are here today to make history. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour un moment historique. Je suis fier d'annoncer que les Jeux olympiques reviennent aux États-Unis d'Amérique en 2028. Nous ramenons les Jeux à Los Angeles, l'une des grandes capitales de ce mouvement olympique. Une ville qui a toujours changé la donne et qui le fera encore en 2028. L'accord avec le CIO répond aux souhaits de son président Thomas Bach, qui depuis mars défendait le principe d'une double attribution des JO 2024 et 2028. Pour accepter de patienter, Los Angeles a obtenu la garantie de recevoir une contribution de 1,8 milliard de dollars US du CIO et potentiellement jusqu'à 2 milliards supérieure à celle de 1,5 milliard versée pour 2024. Concrètement, le CIO va désormais officiellement lancer une procédure de candidature pour 2028 et nommer une commission d'évaluation qui sera la même que celle désignée pour 2024, présidée par le Suisse Patrick Baumann et qui va déjà visiter la ville en mai. Direction la France, l'obtention des Jeux olympiques de 2024 après la décision de Los Angeles de présenter sa candidature uniquement pour ceux de 2028 ne fait plus guère de doute. En témoignent ces réactions des touristes français et étrangers à Paris sur les Champs-Élysées. Le point avec Svetlana Gladys Maganga. Los Angeles s'est officiellement porté mardi candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2028, offrant ainsi quasi définitivement la victoire pour 2024 à Paris. L'obtention des Jeux olympiques pour la France en 2024 après la décision de Los Angeles de présenter sa candidature représente un succès pour le 100e anniversaire de l'organisation de cet événement par la France. Réaction à Paris sur les Champs-Élysées des touristes français et étrangers.
C'est vachement bien, je pense que ce sera quelque chose qui va attirer encore plus et plus de touristes en France. Et c'est vachement bien. Et j'espère que j'aurai la chance de venir assister aux Jeux Olympiques ici. Paris n'a pas besoin de ça pour rayonner. Faisons ça plutôt à Athènes, par exemple. Ce serait beaucoup plus justifié et ça leur rendrait plus service. Les Jeux Olympiques font vraiment beaucoup pour l'économie. En fait, je me souviens être allée à Barcelone il y a des années et c'était une ville quasi inconnue. Et quand je suis retournée à Barcelone après les Jeux Olympiques, elle bouillonnait. C'est calme et sécurisé, mais il y a toujours une espèce de tension. On sent qu'il y a comme de la tension. Ça va être difficile d'en faire quelque chose de détendu, je pense. Un accord tripartite doit désormais être formellement signé entre le Comité olympique, Paris et Los Angeles avant la validation le 13 septembre prochain à Lima de cette double attribution par une session du CIO. Et puis, restons en France pour parler cette fois de football au Paris Saint-Germain. Les supporters du club espèrent toujours la venue de Neymar alors que la star de football brésilienne reste au cœur des spéculations sur un éventuel transfert dans le club parisien. Les détails avec Sergio Carmino. Attendu avec impatience sur les Champs-Élysées, Neymar, qui était en Chine lundi pour des événements promotionnels, a posté mardi sur les réseaux sociaux une vidéo de lui avec des amis et affichant la géolocalisation Dubaï. À Paris, les supporters du PSG espèrent la venue de Neymar, alors que la star de football brésilienne est au cœur des spéculations sur un éventuel transfert dans le club parisien. Il faut taper là où ça fait mal, donc il faut prendre des vrais attaquants, des attaquants qui sont reconnus mondialement et Neymar c'est un des meilleurs, quoi. Messi, Neymar, Ronaldo, hein, voilà, c'est les trois. Si on en a un sur trois, déjà c'est bien. Je le souhaite pour Paris. Je le souhaite pour Paris parce qu'avec les ambitions, les projections pour la Ligue des Champions et tout, je crois que la venue de Neymar sera une bonne chose. Le Brésilien Neymar est au cœur du feuilleton de l'été. Viendra, viendra pas. Les supporters sont de plus en plus convaincus de la venue de Neymar dans le club de la capitale et n'attendent qu'une officialisation pour enfin floquer leur maillot. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. Pour vous informer ce mercredi dès 6h, Gabriel Ratanga, à 12h, Abdoulaziz Maïga sera des vôtres. J'aurai plaisir à vous retrouver à compter de 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.